Salam les avéroïstes et bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, on s'est amusé à faire un petit top 5 des drogues utilisées au cours du Moyen-Âge. Certaines de manière bien involontaire, à l'image des pauvres victimes de l'ergotisme. Et on a vu que l'histoire de ces drogues est extrêmement longue, remontant à des temps bien plus anciens que la période médiévale, puisqu'on ne compte pas en termes de siècles, mais en termes de millénaires. Et puis, on a constaté que leur consommation s'inscrivait dans divers domaines, à la fois artisanal, médical, religieux, mais aussi récréatif. Autrement dit, pour le plaisir personnel, ou pour oublier son mal-être physique ou mental. Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, je vous propose de faire un petit focus et de nous intéresser à la culture du chanvre et à la consommation du hashish au sein du monde arabo-musulman médiéval. Derrière ce sujet, le but ce n'est pas simplement de faire une vidéo du type anecdote, en se demandant si une partie importante de la société était accro au cannabis, mais de voir comment et pourquoi sa consommation s'est diffusée de manière assez massive au sein des sociétés musulmanes et notamment orientales. Car ces phénomènes nous permettent de mieux comprendre les pratiques et les mentalités d'une époque, de cerner les tensions au sein des sociétés, parce que, faut l'avouer, il y en a quand même eu pas mal de tensions, et de voir aussi comment s'articule la religion, autrement dit la règle, par rapport à la réalité du terrain, c'est-à-dire la pratique. Parce que, faut bien avoir en tête que si l'islam et les autorités religieuses s'opposent ouvertement à certaines habitudes, comme la consommation du cannabis, cela ne signifie pas pour autant que ces pratiques n'étaient pas développées au sein des sociétés musulmanes. D'où les trois principales questions que l'on va se poser aujourd'hui. D'un, s'agit-il d'une consommation marginale, ou bien plutôt d'une diffusion assez massive? De deux, comment se fait-il qu'on ait utilisé le hashish dans un but purement récréatif, et ce de manière parfaitement visible selon les contextes, alors que les autorités religieuses ont décrit ces pratiques comme parfaitement contraires à l'islam? Et enfin, comment et pourquoi cette addiction au cannabis a commencé à prendre de l'ampleur, allant jusqu'à inquiéter de nombreux savants musulmans et à susciter la réaction des dirigeants politiques. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que l'histoire de l'utilisation et de la culture du chanvre est plusieurs fois millénaire. Comme il a été expliqué dans la précédente vidéo, on en trouve déjà des traces en Chine entre les 6e et les 5e millénaires avant notre ère, puis en Égypte au milieu du 2e millénaire, et sans aucun doute dans une vaste région allant de la Mésopotamie à l'Asie centrale. Des siècles plus tard, les Grecs puis les Romains se sont à leur tour approprié le chanvre. Il est alors utilisé dans différents domaines, à savoir artisanal, à travers la confection de vêtements ou de cordes pour les navires, médical et enfin religieux. Bien sûr, à tout ça, il nous manque le quatrième élément qui nous intéresse dans cette vidéo, l'usage à destination récréative pour se procurer un petit moment d'évasion. Seulement, si les sources n'en parlent pas vraiment, on se doute bien qu'à côté des utilisations médicales et religieuses, certains devaient sans doute aller un peu plus loin et s'autoriser quelques instants de détente, en sachant aussi que ces pratiques variaient selon l'espèce de chanvre cultivée, puisque certaines sont plus puissantes que d'autres. Quoi qu'il en soit, avec la naissance de l'islam puis les immenses conquêtes effectuées jusqu'en péninsule ibérique et à l'ouest de l'Inde, les musulmans sont entrés en contact avec des populations qui, pour certaines, connaissaient l'usage du chanvre depuis des siècles. Ce qui n'empêche pas certains auteurs d'élaborer quelques théories. Et donc on va répandre des histoires censées attribuer l'introduction du hashish dans l'Orient musulman à des peuples ou des personnes précises. Une partie d'entre eux, Al-Makrizi en tête, désigne les Grecs comme responsables. D'autres avancent l'idée d'une connexion avec l'Inde en narrant l'histoire d'un maître indien, un certain Bir Ratan, qui aurait vécu au temps des rois sassanides. Des auteurs poussent encore un peu plus loin leur récit en affirmant que ce personnage aurait été originaire du Bengale, expliquant ainsi le terme de banj qu'on utilisait en arabe pour nommer tout un panel de drogues et pas seulement le chanvre. Après ce qu'on a dit juste avant, il apparaît quand même assez évident que toutes ces histoires se rapprochent davantage de la légende que de la réalité historique. Le chanvre ayant sans doute déjà été introduit au minimum en Perse, en Mésopotamie et dans le Levant au cours du 1er millénaire avant notre ère. Alors, même s'il n'est pas facile de déterminer quel usage du chanvre dominait avant l'apparition de l'islam, il est certain qu'il figurait en bonne place dans la panoplie des médecins, ne serait-ce par toutes les sources qui en témoignent. Cette importance du chanvre dans un but curatif s'était déjà transmis aux Persans, aux Grecs puis aux Romains, et logiquement, les savants arabo-musulmans ont suivi la voie. Les grands noms de la médecine ont donc été traduits en arabe au cours des 8e, 9e siècles,
avec Istifan ibn Basil pour Dioscoride et son fameux De Materia Medica, ou encore Hunayn ibn Ishaq pour Galien, devenu central dans la pensée médicale médiévale. Ceci grâce à sa théorie des humeurs qui restera la base de la réflexion de tous les médecins, voire même de nombreux penseurs, pendant quasiment un millénaire. Pour autant, tous les auteurs du monde arabo-musulman n'ont pas suivi l'avis de Galien concernant l'usage thérapeutique du chanvre et des divergences donc existaient entre les médecins. Les modes d'administration du remède, tout comme les maladies et les douleurs que le chanvre est censé soigner, sont multiples. On peut le prendre par voie externe, sous forme de pommade, ou interne, soit en consommant le produit ou en l'introduisant dans le nez ou les oreilles. Le but le plus souvent étant de calmer la douleur, mais on pense aussi que le chanvre peut soigner les maladies de peau ou encore guérir les abcès. Toutefois, les médecins pointent du doigt les effets potentiellement nocifs du chanvre. S'il est mal utilisé, ou si la dose consommée est trop grande, il causerait des maux de tête, voire des troubles mentaux, ce qu'Al-Razi appelle par exemple la pensivité. En résumé, on parle ici soit des erreurs d'un médecin très mauvais, ou bien plutôt d'un usage uniquement récréatif. Cette utilisation du chanvre pour le bien-être personnel devait bien évidemment exister en parallèle du cadre artisanal et médical. Seulement, peu à peu, le hashish est devenu de plus en plus répandu au sein des sociétés arabo-musulmanes. À cela, divers facteurs ont joué. D'abord le fait que le hashish soit très peu cher, quasiment toute la population peut s'offrir du cannabis, alors que d'autres produits enivrants, en particulier l'alcool et surtout le vin, ne sont accessibles qu'aux classes aisées de la société et en plus ils sont explicitement interdits par l'islam. Alors certains poètes s'amusent même de cette situation en faisant un parallèle avec les ablutions. Si le musulman peut les réaliser avec des pierres ou du sable s'il n'a pas d'eau à sa disposition, eh bien le consommateur de vin peut se reporter sur le hashish si sa boisson vient à manquer. Selon certains auteurs, dont Ibn Baytar, le cannabis était cultivé au plus près des habitations, dans des jardins et sur de petites parcelles. Ces plantations devaient servir à une consommation personnelle, mais aussi très certainement à un usage commercial. D'autant qu'on sait pour l'Égypte, entre autres, qu'il s'agissait d'une activité assez lucrative. Et ça vous le verrez juste après. Autre facteur qui a permis la diffusion du hashish, c'est la facilité de son transport. Les auteurs nous expliquent que les gens transportaient des feuilles de cannabis dans des sacs, des petites boîtes et surtout des poches dissimulées dans les vêtements ou les robes des femmes. Sans compter que sa production et sa consommation sont extrêmement simples. Là où le vin requiert un processus complexe de vinification, le hashish peut être quasiment cueilli et mangé tel quel. On peut le consommer sous différentes formes, à la fois solide, après une petite cuisson, ou liquide au sein de boissons qui résultent de mélanges divers et variés, associant le chanvre à d'autres plantes. Le plus souvent, le hashish sert quand même d'aliment physique. Certains peuvent le prendre sous forme de pilule, là où d'autres n'hésitent pas à l'intégrer au sein de recettes ou de repas, alliant le cannabis avec de la viande, poulet et agneau, et surtout avec des sucreries comme le miel ou encore les fruits confits. Bref, l'usage du hashish pour le seul plaisir personnel semble quand même être un minimum répandu. Je rappellerai aussi qu'il ne semble pas qu'au Moyen-Âge, le cannabis ait été fumé, ou dans tous les cas, cela ne concernait qu'une toute petite minorité de personnes, et surtout des époques assez tardives. Mais au-delà de ces modes de consommation, au regard des sources, les historiens pensent que le hashish s'est largement diffusé dans l'Orient musulman à partir du XIe siècle, et surtout des XIIe, XIIIe siècles. Comment on sait ça? Eh bien parce que déjà les premières mentions d'un usage récréatif du chanvre apparaissent dans les années 1120 et que de nombreux auteurs, dont notamment Ibn Taymiyyah, associent l'arrivée des Mongols, donc le milieu du XIIIe siècle, avec l'essor de la consommation du cannabis au sein des sociétés musulmanes. Et les premiers acteurs que l'on désigne comme de grands consommateurs de hashish, ce sont les fameux assassins. Une organisation que vous connaissez, bien évidemment, puisqu'elle a inspiré les créateurs du jeu vidéo Assassin's Creed. Vous avez sans doute déjà dû entendre parler du dieu de la montagne, perché dans la forteresse d'Alamut. Au sein de ce lieu se trouverait un jardin préfigurant le paradis, et au sein duquel les assassins se seraient drogués au hashish pour accentuer cette vision et faire de ce lieu un véritable Éden sur Terre. Cette vision leur procurait alors le courage et la force nécessaires pour effectuer leur assassinat, sans hésiter à y laisser leur propre vie. Mais alors, d'où nous viennent ces histoires? Pour nous occidentaux, principalement des voyageurs européens, dont le très célèbre Marco Polo, avec ici les illustrations de son devisement du monde. Pourtant, ces auteurs ne sont pas les premiers à nous en parler. En réalité, leurs récits s'appuient sur le témoignage d'auteurs arabo-musulmans. Seulement, ces auteurs, ce n'est pas n'importe qui.
Ces premiers auteurs qui associent hashish et assassin, ce sont des chiites, et plus précisément des ismaéliens, qui est un mouvement au sein du chiisme. Oui, je sais, c'est un poil compliqué. Et d'où sont issus les assassins? Eh bien du même courant, ils sont aussi ismaéliens. Le problème, c'est que ce mouvement s'est divisé en différents groupes, donc d'un côté les assassins, qu'on appelle les nizarites, et de l'autre les moustaliens, dont font partie les fatimides, qui ont fondé un califat au Caire, et ont régné sur place entre 969 et 1171. Et qui va prendre la plume les premiers contre les assassins? Ce sont les fatimides. Ce qui signifie que si ces auteurs décrivent les nizarites comme une secte d'égarés prenant du hashish, c'est avant tout, sans doute en tout cas, pour les décrédibiliser, à la fois sur le plan politique et à la fois aussi sur le plan religieux. Il n'en reste pas moins que d'autres auteurs arabes ont repris cette histoire et que celle-ci a ensuite été transmise aux voyageurs européens. Donc on se trouve là, sans aucun doute, face à ce qu'on pourrait appeler une légende noire. Mais le plus important, ce n'est pas tellement de faire du debunk et de dire que tout est faux. Le plus intéressant, c'est de voir quelle logique se dissimule derrière ces stratégies. Et en l'occurrence, si ces personnes décident de décrire les nizarites comme de gros consommateurs de hashish, c'est bien parce que cette pratique était déjà considérée comme déviante et rejetée par l'écrasante majorité des autorités religieuses. Logiquement, les historiens en sont venus à la conclusion que, bien avant le XIIe siècle, d'un, le hashish était un minimum répandu au sein des sociétés musulmanes, et que de deux, une partie des musulmans le consommaient pour leur propre plaisir, ou pour soigner leur mal-être. Dans tous les cas, on parle quand même d'addiction. Malgré cela, au cours des XIIe-XIIIe siècles, il semble bien que l'utilisation du cannabis dans le seul but récréatif se soit répandue assez fortement, et ce au sein de toutes les classes sociales. Les auteurs, Ibn Taymiyyah en tête, expliquent ces changements par l'arrivée des Mongols, qui selon eux auraient répandu l'usage du hashish. Selon lui, si les forces mongoles ont écrasé les musulmans en Irak, pillant Bagdad en 258 et tuant le calife abbasside, avant de poursuivre leur avancée vers l'ouest en semant la terreur et la désolation en Syrie, prenant coup sur coup Alep puis Damas, c'est bien que leur victoire ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. Pour Ibn Taymiyyah, divers facteurs entrent en jeu, parmi eux notamment le hashish. Selon lui, les Mongols auraient introduit sa consommation récréative au sein du Moyen-Orient pour désorganiser les sociétés et causer la perte des musulmans. Bien sûr, au vu de ce que l'on connaît aujourd'hui, cette explication paraît légèrement bancale. En vérité, les victoires des Mongols n'ont fait qu'aggraver une situation qui existait déjà auparavant, puisque si on prend du hashish, c'est aussi pour oublier ses problèmes ou pour soigner un mal-être mental. Or, en termes d'angoisse, je pense que l'arrivée des Mongols et leurs multiples dévastations, allant quasiment jusqu'aux portes de l'Égypte, ça a dû profondément choquer les musulmans. Parce que il faut bien avoir conscience que c'est tout un monde qui pouvait s'effondrer. Pas seulement des villes ou des pouvoirs politiques, mais aussi dans les mentalités, l'islam lui-même. Alors bien sûr, les territoires dominés par les musulmans sont vastes, mais à ces époques, on ne dispose pas des connaissances que l'on a aujourd'hui, et encore moins des moyens de communication modernes, en particulier pour le peuple lambda. Sans compter aussi que le centre historique de l'islam se trouve notamment au Moyen-Orient. Donc l'essor de la consommation récréative du cannabis, qui est certaine au XIIIe siècle, n'est pas le facteur de la défaite des musulmans face aux Mongols, mais plutôt sa conséquence. Il s'agit en fait d'un processus d'explication tout à fait banal, visant à justifier une situation jugée catastrophique par l'immoralité de l'époque, devant nécessairement être châtiée par une punition divine. Outre les Mongols, que l'on a donc désignés, vous l'aurez compris, comme les grands coupables, affreux coupables, mais bien on aura aussi d'autres personnes qui seront pointées du doigt. Sauf que, cette fois-ci, ça se joue en interne. En effet, ceux que l'on va rendre responsables de l'essor de la consommation du hashish et donc de la déviance religieuse au sein de la société, ce sont les soufis. Des personnes que l'on pourrait définir comme des mystiques musulmans, recherchant à purifier leurs âmes et à percevoir la présence divine à travers une série de pratiques et de rituels. Cet usage du cannabis au sein de l'expérience religieuse ou mystique n'est absolument pas nouveau, puisqu'on en retrouve des traces des siècles et même des millénaires avant l'arrivée de l'islam. Dans tous les cas, il est certain qu'une partie des soufis avait introduit le hashish au sein de leur vie quotidienne et de leurs cérémonies afin de profiter de ses propriétés psychotropes. Ça leur permettait de résister aux privations alimentaires et surtout d'accroître leur sensibilité en se recentrant sur leur force intérieure, sur leur esprit, afin de percevoir plus finement la réalité cachée du monde. Et c'est aussi précisément ce type de pratique que dénonce Ibn Taymiyyah pour expliquer la déliquescence des sociétés musulmanes et leur échec face aux armées mongoles.
Du coup, certains auteurs ont même été jusqu'à affirmer que le cannabis avait été introduit dans le monde arabo-musulman par des soufis. Les gens nous racontent qu'un certain Haïdar, originaire de la région de Nishapur, aurait découvert le hashish au milieu du XIIe siècle, là où d'autres y voient plutôt la faute du dénommé Ahmad As-Sawaji, membre d'une confrérie soufie, la Qalandariya. Derrière tout ça, on peut sans peine imaginer que ces histoires n'ont pas vu le jour par hasard. Même si leur propos n'est pas complètement dénué de réalité, il est certain qu'elles s'inscrivent dans des querelles de pouvoir et d'autorité religieuse. Car il faut bien comprendre que les XIIe et XIIIe siècles représentent le moment où le soufisme a connu un essor sans précédent à travers la naissance ou la consolidation des confréries, et ce dans l'ensemble du monde musulman. Des conflits opposent donc les soufis aux tenants de l'orthodoxie musulmane, à savoir les oulémas sunnites, à l'image d'Ibn Taymiyyah, mais aussi les confréries soufis entre elles, qui luttent pour devenir les plus populaires possibles. Et faire le lien entre l'essor de la consommation de hashish au sein des populations et le développement des groupes soufis au cœur même des villes, ça paraît certes exagéré, mais c'est très loin d'être absurde. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'au cours de cette période de forte tension émotionnelle, une partie importante, sans doute, des populations musulmanes ont trouvé refuge dans la religion et pour certaines dans le soufisme. D'autant que ces nouveaux acteurs religieux et sociaux étaient en quelque sorte parrainés par les pouvoirs politiques, à l'image des Ayyoubides puis des Mamelouks. Donc, si jusqu'à maintenant les autorités religieuses officielles avaient été assez muettes sur la question du hashish, cette fois-ci, on commence à comprendre que le problème est profond et qu'il va falloir réagir de manière sévère. Si les oulémas ont mis si longtemps à opposer une réponse claire et puissante vis-à-vis de la consommation du cannabis, eh bien c'est pour deux raisons. D'un côté, son usage s'est véritablement diffusé entre les XIIe et XIIIe siècles, là où auparavant il n'apparaissait pas comme une grande menace pour l'ordre social. Et de l'autre, les textes religieux, à commencer par le Coran, ne font pas explicitement référence aux drogues et donc au hashish. C'est pour cela que la première mention du cannabis par une autorité religieuse remonterait à la fin du XIe siècle dans l'ouvrage d'Abu Ishaq al-Shirazi. Si cette question a suscité des débats parmi les savants musulmans, il n'en reste pas moins qu'une écrasante majorité d'entre eux a déclaré le hashish illicite. D'abord parce que ses effets psychotropes le rapprocheraient de l'ivresse atteinte grâce à la consommation du vin. Or, l'alcool étant interdit en islam, c'est par la méthode de l'analogie, qu'on appelle le qiyas en arabe, que les savants ont affirmé que le cannabis était tout autant prohibé que l'alcool. Une réflexion que les ulémas appuyaient également par le fait que certaines personnes utilisaient le chanvre comme substitut au vin et que d'autres n'hésitaient pas à consommer les deux en même temps. Alors, ça n'a pas empêché non plus qu'il y ait quelques points de débat parmi les savants, comme le fait de permettre son utilisation à petite dose au sein du cadre médical, mais même là, la majorité des autorités religieuses se sont montrées réticentes. Mais toutes s'accordent pour affirmer que tout usage récréatif du cannabis est strictement contraire à l'islam. Certains ont même été jusqu'à associer le hashish à un produit diabolique. Ils le considèrent comme un aliment sale, plongeant les hommes dans l'oubli et la paresse, et anéantissant leurs capacités intellectuelles. Ces consommateurs s'apparenteraient finalement à de vulgaires animaux, incapables de raisonner correctement, et surtout de s'acquitter de leurs devoirs religieux. D'où les vers d'un poète soufi du XIIIe siècle, affirmant, je cite, « que le cannabis détruit l'esprit et le tempérament, avec divers types de maladies et de folies, ceux qui disent qu'il est permis disent la vérité, il est en effet autorisé, mais pour le bétail. » La réaction des autorités religieuses a donc été claire et unanime. Le hashish est un produit impur, similaire à l'alcool, et donc formellement interdit par l'islam. Pourtant, sa consommation s'est poursuivie. Pire encore, dans certaines régions, elle se faisait ouvertement, à la vue et au su de tous, car les gouvernants, à l'inverse des oulémas, fermaient les yeux sur ces pratiques. Dans certains territoires, cette consommation était d'autant plus visible que les autorités politiques participaient au commerce du hashish en fixant des taxes sur les ventes, voire même en organisant un véritable monopole d'État. Alors oui, c'est vrai, ça peut paraître assez fou pour un Moyen-Âge que certaines personnes conçoivent comme très rigide d'un point de vue religieux, et pourtant, ça a bien existé. Pour le comprendre, il faut partir vers l'Égypte, qui semble-t-il a été le berceau de pratiques et de consommation illicites en tout genre, du hashish en passant par l'alcool et même la prostitution. On est en 1169, 2 ans avant la chute définitive des Fatimides, et à la tête de l'Égypte se trouve alors une figure emblématique de l'histoire arabo-musulmane, j'ai nommé Saladin.
En tant que vizir, ce dernier prend une décision radicale. Désormais, la production et la consommation de produits illicites sont à présent strictement interdites. Alors, logique me direz-vous, et pourtant. Et oui, parce qu'en fait, il s'agit d'une décision radicale et assez exceptionnelle, puisque la dernière action de ce genre avait été effectuée 150 ans plus tôt par le calife fatimide Al-Hakim. Et depuis tout ce temps, eh bien, les habitudes n'avaient pas changé. Une partie de la société buvait de l'alcool, indépendamment d'une quelconque confession religieuse, et à présent, la consommation de hachis était largement répandue, en particulier dans la ville du Caire. Si cette mesure a été prise par Saladin, c'est peut-être en partie par simple piété une volonté de purification religieuse, mais il faut quand même analyser cette décision au regard du contexte de l'époque. Alors, pour le dire un peu plus clairement, cette décision s'inscrit aussi dans une stratégie plus globale. En l'occurrence, on se situe dans la période des croisades et des États latins d'Orient, ces derniers menaçant les territoires musulmans, et notamment l'Égypte. Face à un tel contexte, l'Orient musulman a besoin d'un pouvoir fort. Non seulement d'un leader puissant politiquement et militairement, mais aussi d'un chef qui incarne un islam sunnite pur et conquérant. Ce dirigeant, Saladin désire l'incarner, ou tout du moins son entourage, voire le peuple, voit en lui une personnalité de cette trempe. C'est donc en accord avec cette stratégie et le contexte de l'époque que dès son accession au pouvoir, Saladin se fait le défenseur de l'islam sunnite et interdit l'alcool et sans doute le hashish en Égypte. Mais le souci, eh bien, c'est que cette décision est liée à une situation particulière, et une fois que celle-ci n'existe plus, les choses reviennent à la normale. Sans compter que la prohibition édictée par Saladin, eh bien, elle n'a pas vraiment été respectée. À tel point que, dès le règne de son fils, Al-Malik al-Aziz, les choses prennent une tournure complètement différente. Al-Malik révoque la décision de son père, mais en plus, il impose un monopole d'État, et donc des taxes sur le commerce de l'alcool. C'est-à-dire que non seulement ce produit devient légal, mais que par-dessus ça, Al-Malik protège les brasseries officielles et interdit toute production locale et domestique qui ne serait pas avalisée par l'État. Concernant le hashish, même si les sources n'en parlent pas explicitement, on peut envisager une situation assez similaire, mais cela reste de l'ordre de l'hypothèse. Et puis sont venus les Mamelouks. Au départ, il s'agissait de la garde turque rapprochée des Ayyubides, qui, par une suite d'événements, ont finalement pris le pouvoir en 1250. 10 ans plus tard, un souverain important arrive au pouvoir, c'est Baybars. Régnant de 1260 à 1277, c'est lui qui, le premier, bien plus que Saladin, a agi avec autant de détermination pour éradiquer la consommation de produits illicites, ainsi que la prostitution au sein de l'Égypte. Et quand je vous dis qu'il est motivé, il est motivé, puisqu'il a été jusqu'à exécuter des soldats qui étaient pris en flagrant délit de consommation d'alcool. Dans le même temps, il apparaît cette fois-ci explicitement que l'on s'en prend directement au commerce du hashish en détruisant les plantations de cannabis. Seulement, encore une fois, une bonne partie de ses successeurs n'ont pas suivi son exemple. Soit parce qu'ils étaient engoncés dans ce dilemme entre d'un côté interdire l'alcool et le hashish, mais de fait se priver de recettes fiscales, et de l'autre organiser tout un système de taxation et de monopole d'État sur ces produits, ce qui, obligatoirement, déboucherait sur la reconnaissance officielle de leur légalité, alors qu'ils étaient pourtant interdits par l'islam. Soit également, et c'est encore pire, parce que les souverains mamelouks eux-mêmes aimaient l'alcool, voire même se trouvaient dans une situation de complète dépendance. Ils ne pouvaient pas passer une journée entière sans avoir quelques grammes d'alcool dans le sang. Alors, je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres, plus de 120 ans quand même après la mort de Baybars, le sultan mamelouk, en l'occurrence Barkouk, après une victoire remportée lors d'un tournoi de polo, a organisé un banquet où on a servi, je cite, des viandes, des friandises, des boissons licites, bon, jusque-là tout va bien, mais aussi des boissons enivrantes. Et une fois que tout le monde était reparti, on invitait le peuple à manger et à boire ce que les convives avaient laissé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même loin de l'attitude de Saladin, alors qu'il s'est quand même passé pile poil 230 ans. Au fil des décennies, tout de même, les souverains ont commencé à agir contre la consommation d'alcool et l'usage de stupéfiants, à l'image d'Al-Ashraf Barzbay et de son successeur Az-Zahir Jaqmaq. À travers ces exemples, ce que je veux vous montrer, c'est que la règle n'équivaut pas toujours à la pratique. Ce n'est pas parce que la religion dit une chose que les personnes vont suivre ces préceptes à la lettre. Et avec les exemples que je vous ai donnés, on en est quand même très loin. Ce n'est pas parce que les autorités religieuses critiquent des pratiques ou exhortent des populations à aller dans le sens de leurs paroles que tous les musulmans suivront leur avis.
Si je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'on est tenté de tout expliquer à travers le prisme de la religion. Comme si elle imprégnait chaque pensée, chaque action, que ce soit des musulmans d'ailleurs ou des chrétiens. Et ça m'apparaît d'autant plus vrai que là on parle du Moyen-Âge, une période qui, pour les occidentaux, a pendant longtemps, et encore un petit peu aujourd'hui, été perçue comme l'époque par excellence de la religion. Dans un schéma où, au fil du temps, l'homme se serait extirpé du carcan de la religion et de l'influence de l'Église pour se replacer, en quelque sorte, au centre du monde. Et tout ça, autant vous dire que ça amène des incompréhensions sur ce qu'étaient réellement les mentalités des personnes au Moyen-Âge, même si bien sûr, c'est une époque extrêmement longue de plus d'un millénaire. Et ce, autant pour l'Occident chrétien que pour le monde arabo-musulman. En réalité, quand on étudie les textes, et on l'a vu notamment avec ce sujet et l'exemple de l'Égypte, on se rend compte que si la religion est un élément important, on ne peut pas le nier, elle est importante, il reste un facteur parmi d'autres facteurs. Et en l'occurrence, les pratiques des populations et les décisions politiques varient aussi selon le contexte. Dans ce cadre, la religion apparaît souvent comme un outil prenant place dans une stratégie plus globale où se mêlent des considérations d'autorité, des ambitions politiques, des perspectives économiques et tout simplement la volonté de préserver l'ordre social. J'ai envie de vous dire par exemple, pourquoi les oulémas ont réagi si tardivement? Parce que la diffusion du cannabis menaçait la structure même des sociétés musulmanes, alors que cette consommation existait déjà depuis des siècles. Pourquoi au XVe siècle, les sultans mamelouks ont été beaucoup plus fermes, voire même intransigeants? En partie parce qu'à cette époque, des catastrophes naturelles et des résurgences d'épidémies de peste se sont abattues sur les populations. Et comment expliquer ces phénomènes? Eh bien comme toujours, on va dire qu'il s'agit d'une punition divine. Face à ça, les pouvoirs politiques doivent réagir pour préserver l'ordre social et donner un espoir aux populations. Par exemple, en 1436, alors que les habitants attendaient désespérément la crue du Nil, sans laquelle une famine pouvait éclater, un auteur, Ibn Ayyas, raconte, je cite, que le gouverneur détruisit les jarres à vin, interdit le hashish et prohiba aux prostituées de pratiquer l'immoralité. Autrement dit, jusque-là, ces pratiques étaient plus ou moins acceptées. C'est seulement le contexte qui les a remises en cause, et la religion, dans cette situation en l'occurrence, agit en partie comme un outil, une sorte de soupape de sécurité qu'on ouvre et qu'on ferme pour calmer les populations et préserver l'ordre social. Et puis d'un autre côté, au-delà des questions religieuses qui ont pu être très importantes pour lui, on a Saladin qui adopte une posture d'intransigeance qui lui permet de se présenter en tant que leader politique et religieux. Le tout dans un contexte précis, celui des croisades, où il doit absolument éviter toute division au sein de la communauté musulmane et au contraire présenter un front uni face aux chrétiens. Dans la même idée, si Baybars se fait encore plus sévère que Saladin, c'est justement parce qu'on se trouve dans un contexte double, à la fois celui des croisades, mais aussi et surtout des invasions mongoles en Syrie. Et bizarrement, on tombe pile poil sur les époques où le hashish est censé s'être diffusé de manière massive. Ainsi, si la religion fait partie intégrante des mentalités médiévales, comme peut-être pour Saladin ou Baybars, il n'empêche qu'elle n'apparaît pas toujours comme le facteur déterminant des actions humaines. Le plus souvent, diverses motivations entrent en jeu, et la religion pourrait s'apparenter à une arme, voire un outil de légitimation, au sein de stratégies plus globales visant à renforcer son autorité. J'ajouterai aussi que les rapports entretenus vis-à-vis de la religion et de ses interdits dépendent de l'époque, mais aussi de la région étudiée. Par exemple, les voyageurs maghrébins qui se rendaient en Égypte au XIIIe siècle sont purement choqués de voir que la consommation de vin s'effectuait de manière ostensible, alors que chez eux, en Afrique du Nord, les Almohades dominaient et appliquaient un islam beaucoup plus strict. De même, quand Al-Makrizi, un auteur égyptien du XVe siècle, découvre les témoignages d'autres auteurs égyptiens ayant vécu 3 siècles avant lui, il n'en croit tout bonnement pas ses yeux. Il n'arrive pas à comprendre comment, 250 ans plus tôt, un tel laxisme a pu être permis par les autorités politiques. Alors qu'en son temps, il semblait impossible de consommer aussi ouvertement de l'alcool ou de la drogue. Bref, les mentalités évoluent au fil du temps, et encore une fois, les pratiques ne suivent pas forcément la règle. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, parce que c'est un sujet qui, à mon avis, pourra faire parler, donc postez directement vos questions, vos avis, vos idées, vos questions que je pourrais creuser peut-être dans une prochaine vidéo directement dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à la chaîne et puis à activer surtout la petite cloche des notifications pour être avertis des prochaines vidéos qui vont arriver.
Et puis j'invite aussi les personnes, vous qui regardez cette vidéo, à vous inscrire à le groupe privé de la chaîne. Le groupe privé de la chaîne, c'est quoi? C'est que parfois le mercredi, parfois le samedi, vous allez recevoir sur votre boîte mail un mail de ma part, dans lequel notamment je vais vous parler de l'histoire de l'islam. Et puis en même temps, ce groupe, ça permet aussi de vous tenir au courant de l'avancée de mes projets. Par exemple, si je suis absent sur la chaîne YouTube, que j'ai pas forcément de canaux directs pour vous contacter, parce que bon, l'onglet communauté de YouTube c'est un petit peu restreint, et bien comme ça je vous envoie un mail, comme ça je vous tiens au courant de l'avancée des projets, je vous tiens au courant de ce que je fais. Donc voilà, si vous avez envie de vous inscrire à ce groupe-là, c'est le premier lien dans la description. Je remercie, comme toujours, les utipeurs et les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, et j'espère que grâce à eux, bien in fine, et aussi grâce à ceux qui ont sauté le pas et ont découvert mes cours que je produis à côté de YouTube. Si vous ne le savez pas que je produis des cours à côté de YouTube, vous avez des liens que je glisse dans la description, donc voilà. Et puis, jusque là, on se dit à la prochaine vidéo, qui va arriver je sais pas trop quand, en tout cas je vous tiendrai au courant. Donc on se dit à la prochaine, et comme toujours, portez-vous bien.